contente qu'on puisse enfin ressortir. Waouh, regardez les crocodiles. Trop cool. Et ce sont des bébés crocodiles. C'est trop mignon. Saviez-vous que les crocodiles, tout comme les oiseaux, descendent des dinosaures? Vraiment? Alors ce sont des copains dinos? Cool. Oui, quelque chose comme ça. Les crocodiles vivent entre 80 et 100 ans. Ils sont paresseux. Ils restent allongés toute la journée et ne bougent pas. Oui, mais ils peuvent aussi être rapides comme l'éclair, tant dans l'eau que sur terre. C'est également comme ça qu'ils chassent leurs proies. Comment ils font ça? Dans la nature, pas ici au parc animalier, ils se faufilent près de leur proie très lentement. La plupart du temps, seuls les yeux et le nez sortent de l'eau. Et lorsqu'ils sont assez près, ils les happent en un éclair. Sous l'eau, les crocodiles sont souvent à l'affût, la gueule ouverte. Et si un poisson passe, ils n'ont plus qu'à le happer. Ça ne me dit pas trop d'aller nager avec un crocodile. Qu'est-ce qu'ils mangent les crocodiles en fait? Surtout des poissons, des oiseaux et d'autres animaux. Au suivant! C'est à nous. Bonjour, famille Parker. Nous avons réservé par internet 2 enfants et un robot. Oui, le robot ne figure pas sur ma liste. Je ne pense pas que votre robot n'ait à payer d'entrée. Super! Comme ça, il nous reste encore de l'argent pour nous acheter une glace! Aujourd'hui, nous avons aussi ce petit sac surprise avec une figurine d'animal pour vous. Cool! Merci! Ah, encore quelque chose, les enfants. La maison des éléphants et la maison tropicale sont malheureusement toujours fermées. Vous savez, c'est à cause du coronavirus et des distances à respecter. Ok, pas de problème! Waouh! On se croirait en Afrique! Et il y a tellement d'animaux différents. Oui, et surtout des animaux curieux. Robert, les girafes peuvent atteindre jusqu'à quelle taille? Les girafes peuvent atteindre une taille allant jusqu'à 6 mètres. Cela signifie qu'elles peuvent regarder au 2e étage d'une maison. Cela fait d'elles les plus grands mammifères vivants sur Terre. Waouh! Il est également très intéressant de constater qu'une girafe, avec son long cou et ses 7 vertèbres cervicales, en a autant qu'un humain, ou comme cette petite souris ici par exemple. Mais les vertèbres de la girafe sont beaucoup plus grosses que celles de la souris. Oui, c'est sûr. Là-bas, regardez, les suricates. J'adore les suricates. Ils sont tellement choux. Oui, ils sont choux, mais ils font partie des petits carnassiers. Pour de vrai? Oui, ce qu'ils préfèrent manger, ce sont les insectes et les araignées. Mais ils chassent aussi les petites souris. Les suricates vivent toujours en colonie. Cela signifie que plusieurs familles de suricates vivent ensemble dans une même communauté. Ainsi, un suricate doit toujours veiller à ce qu'aucun ennemi n'approche. Je pense que c'est ce que fait celui-ci. Quand le danger approche, le gardien avertit les autres suricates. Et ils disparaissent tous immédiatement dans le premier terrier venu. Ils aiment aussi les câlins et ce sont des animaux très sociables. Je pourrais regarder les suricates toute la journée. Viens, allons voir les lions ou les ours polaires et les pingouins. Ok. Savez-vous d'ailleurs pourquoi les ours polaires ne mangent pas les pingouins? Aucune idée. C'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode. Et bien plus encore. Oh, nous sommes déjà impatients. Wow, mais il fait chaud ici. Oui, il fait encore plus chaud que chez nous. Mia, je trouvais ça vraiment génial que tes parents nous aient invités dans votre nouvel hôtel sur la plage. Oui, c'est vraiment génial. Oui, méga génial. Et je suis contente que l'on passe les vacances d'été tous ensemble. Enfin, quelques jours de vacances pour ma mémoire centrale. La navette qui mène à l'hôtel passe dans quelques minutes. Nous devrions nous installer à l'ombre. Et vous devriez vous mettre de la crème. De la crème. C'est important pour que vous n'attrapiez pas de coups de soleil. Pourquoi attrape-t-on des coups de soleil au juste?
C'est comme ça. Lorsque les rayons du soleil atteignent votre peau, votre corps produit de la mélanine. Il s'agit d'un colorant brun qui protège les cellules de votre peau comme un bouclier. Ah, c'est pour ça que l'on bronze. Mais alors, on n'a pas besoin de crème solaire? Si, car lorsque l'on reste trop longtemps au soleil, cette protection naturelle ne peut malheureusement plus aider la peau. La peau devient alors rouge et chaude et les cellules de la peau peuvent même être endommagées. Et que fait alors la crème solaire? La crème solaire contient de minuscules particules qui réfléchissent les rayons du soleil. Cela veut dire qu'elle renvoie tout simplement le rayonnement solaire. Et la crème solaire peut encore faire autre chose. Elle peut transformer le rayonnement solaire en chaleur. Ok, donc je vais me passer de la crème. Mais à l'hôtel. Bienvenue au Playmo Beach Hotel de Hawaï. C'est bien que vous soyez tous là. Vous voulez voir votre bungalow? Oui! Waouh, avec notre propre piscine. Et un toboggan aquatique. Oui, c'est notre bungalow de luxe 4 étoiles. Comme il est beau! Voilà la carte de votre chambre, pour que vous puissiez ouvrir et payer au restaurant ou au bar de la plage. Merci, maman. Bien sûr, c'est une carte illimitée. Ne la perdez pas surtout. Merci, papa. Avec plaisir. Alors, installez-vous confortablement. Nous devons malheureusement nous remettre au travail. Amusez-vous bien, les enfants. Ah oui, et toi aussi, Robert. Merci, c'est ce qu'on va faire. Regardez, quelle belle chambre. Oui! Ce sera la chambre des filles. Et celle-là, la chambre trop cool des garçons. Et qu'elle est cool. Où puis-je me recharger? Nous allons trouver un endroit pour toi. Ne t'inquiète pas. Venez, allons à la plage. Oh oui! Oh oui! Stop! Vous vouliez vous mettre de la crème. Comme c'est beau ici. Où est-ce qu'on va s'allonger et se baigner? Que dites-vous de là-haut sur les rochers? C'est super! Là-haut, on sera tout seul. La plupart des accidents de baignade se produisent sur les plages non surveillées. Il vaudrait mieux que vous vous baigniez ici, car ici, il y a un sauveteur. Il pourra vous aider en cas d'urgence. Et il sait aussi lorsque la baignade devient dangereuse, parce que le courant augmente ou le vent souffle plus fort. Ok, Robert, on va faire ça. Bonjour, Mia. Bonjour. Tes parents m'ont raconté que vous êtes arrivés aujourd'hui. Vous pouvez vous baigner tranquillement. Je vous surveille. C'est cool. Bon alors, qu'est-ce que vous attendez? Venez, on va se baigner. On reste avec Mia. C'est ok, Lisa? Oui, bien sûr. Non, allez tranquillement vous baigner. Je vais discuter avec Robert. Tu es sûr? Tout à fait sûr. Ne nagez pas au-delà des balises. Après, l'eau devient plus profonde. On ne le fera pas. Mia, j'ai une idée. Je crois que j'ai vu un requin. C'est vrai? Oh non, non, non. Ouh. Ne t'énerve pas. Mon petit frère ne faisait que plaisanter. Oh, la tête que t'as fait. Quel ami génial. Bon, je préfère sortir de l'eau maintenant. Je trouve les requins effrayants. Les requins sont des animaux passionnants et importants. Hey, waouh! Quel bateau génial! C'était l'idée de Robert. On embarque. On est venu vous chercher parce qu'il faut qu'on retourne dans notre chambre, histoire de nous préparer pour le dîner et la fête. À table. Ok, donc je vous parlerai des requins une autre fois.
Oh oui! Ce sera mieux quand on ne sera plus dans l'eau. Mettons-nous à l'abri! C'est arrivé si vite. Hé, regardez, les orang-outans n'aiment pas la pluie non plus. C'est vrai, les orang-outans n'aiment pas l'eau. D'ailleurs, moi non plus. L'eau et l'électronique ne font pas bon ménage. On dirait qu'ils cherchent à se construire un abri contre la pluie. Oui, c'est fort possible. Les orang-outans sont des animaux très intelligents. Ils utilisent même des outils. Des outils? Mais comment? Ils utilisent par exemple des feuilles pour s'essuyer la bouche. C'est marrant. Et ils chassent les mouches avec des branches. Le soir, ils se construisent un lit avec des feuilles. Oh, c'est intéressant. Saviez-vous que les orang-outans se reconnaissent dans le miroir? Vraiment? Oh, je ne savais pas qu'il y avait des miroirs dans la forêt vierge. Je ne le savais pas non plus. Il faudrait que je fasse des recherches plus approfondies. Béné plaisante. Ah bon? Mais ce que je sais, c'est que les orang-outans mangent presque exclusivement de la nourriture végétarienne. Ce qu'ils préfèrent manger, ce sont des fruits et des feuilles fraîches, mais parfois aussi des larves. Toutefois, ils sont nos plus proches cousins. Ils font partie de la famille des grands singes. Qu'est-ce que ça veut dire, les grands singes? Cela veut dire que ces singes sont biologiquement très proches des humains. Par exemple, ils n'ont pas de longue queue pour les aider à s'équilibrer, mais ils ont des bras et des jambes extrêmement articulés et une colonne vertébrale rigide. Cela les aide à garder le haut de leur corps droit, comme pour les humains. Le lien entre la mère et l'enfant est également très fort. Un jeune reste avec sa mère environ 7 ans. C'est seulement alors qu'il a appris tout ce dont il a besoin pour sa propre vie. Les orang-outans peuvent vivre jusqu'à plus de 50 ans. Où vivent-ils exactement dans la nature? Ils vivent exclusivement sur les îles de Sumatra et de Bornéo, qui se trouvent en Asie du Sud-Est. Malheureusement, ils y sont menacés d'extinction. Mais pourquoi? Parce que leur habitat, la forêt, est de plus en plus détruit. De plus en plus d'arbres sont abattus et les orang-outans perdent leur maison. Car vous savez ce que signifie orang-outan? Non, aucune idée. Orang-outan est un mot malais qui signifie homme de la forêt. Parce qu'ils aiment vivre dans les arbres et qu'ils sont très doués pour grimper, c'est ça? Oui, c'est une explication possible. Mais il y a longtemps, les premiers habitants de Sumatra aimaient aussi raconter que les orang-outans sont de petits humains qui ne parlent tout simplement pas et qui vivent dans la forêt, pour ne pas avoir à travailler. Mais je pense que c'est une plaisanterie et que ça n'est pas sérieux. Je crois aussi. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Plus de rangement à faire, juste se détendre dans les arbres. Et ne plus parler et manger des larves à la place. Ok, ce n'est donc pas une si bonne idée. Wow! Wouhou! J'ai encore reçu un mail avec une question très intéressante. Qui t'écrit? Flynn écrit des USA. Faut-il avoir peur des requins à la mer? Oh oui, c'est une super question. Ah oui, c'est passionnant! Raconte, Robert! Bon. Il y a des requins partout dans le monde, aussi bien en haute mer que près des côtes.
Il y avait déjà des requins à l'époque des dinosaures. Aujourd'hui, il y en a plus de 500 sortes différentes. Les raies sont également comptées parmi les requins. Le plus petit requin est le requin lanterne nain. Il est à peu près aussi long qu'une banane. Le plus gros requin est le requin baleine. Le plus grand spécimen jamais mesuré faisait près de 14 mètres de long. Il mange du plancton et d'autres micro-organismes qu'il aspire avec sa grande bouche. Donc il n'est pas dangereux pour les humains. Non, mais c'est quand même un très gros poisson et mieux vaut garder ses distances avec lui. Le requin le plus connu est certainement le requin blanc. Dans de nombreux films, il est présenté comme un dangereux monstre qui s'attaque aussi aux humains. Et action! Coupé! Puisqu'il ne fait rien aux humains, Les humains ne sont pas au menu des requins. Les requins se nourrissent de poissons et d'autres grands animaux marins. Mais alors, pourquoi on entend toujours parler d'attaques de requins? Elles se produisent souvent par accident. En fait, le requin ne veut pas du tout faire de mal aux humains. Mais il est curieux de savoir ce qu'il y a dans l'eau. Alors il en prend une bouchée pour voir si ça a bon goût. Malheureusement, une telle bouchée peut blesser les humains. Robert, est-ce que c'est vrai que les requins peuvent sentir le sang dans l'eau? C'est vrai. Un requin pourrait sentir une seule petite goutte de sang dans cette piscine. Mais ça ne l'intéresse que si c'est du sang de poisson. Le sang humain ne l'intéresse pas. Les requins n'attaquent donc pas du tout les humains? Cela n'arrive que dans de très rares cas. En 2019, on a compté seulement 64 attaques de requins dans le monde entier. Mais c'est beaucoup! La probabilité de gagner au loto est beaucoup plus élevée que d'être attaqué par un requin. Mais qu'est-ce que les requins mangent alors? Les requins blancs, par exemple, se nourrissent principalement de phoques et d'otaries. Les petits requins de poissons plus petits et certains requins ne mangent que du plancton et des animaux marins plus petits. Alors les humains ne doivent pas avoir peur des requins? Ils doivent avoir du respect pour eux, mais pas peur. Mais malheureusement, ce sont plutôt les requins qui doivent avoir peur des humains. Car nous tuons chaque année beaucoup de requins. Mais pourquoi? De nombreux requins sont capturés accidentellement. Cela veut dire qu'ils se retrouvent dans les filets des pêcheurs, même s'ils veulent en fait attraper d'autres poissons. C'est vraiment triste. Robert, qu'est-ce qu'on doit faire quand on rencontre un requin dans l'eau? Lorsqu'on rencontre un requin, la chose la plus importante est d'essayer de rester calme. Il ne faut en aucun cas être pris de panique et gigoter dans tous les sens. Sinon, le requin pense qu'il a devant lui un poisson tout frétillant. On doit observer le requin et ne pas le quitter des yeux. Les requins n'aiment pas être observés. Les requins sont très curieux. Il peut arriver qu'il entoure un nageur ou un plongeur. S'il s'approche trop près, vous pouvez les repousser en leur donnant un léger coup sur le museau. Pour ça, il faut être très courageux. Oui, mais ça aide. Parce que le requin ne connaît pas ça. Un requin n'est normalement jamais attaqué par un animal dans l'eau. C'est pourquoi cela le déstabiliserait. Mais vous pouvez déjà commencer par faire quelque chose pour éviter de rencontrer un requin. N'allez jamais dans l'eau où des requins ont déjà été aperçus. Les plages où il y a des requins sont généralement signalées par des panneaux. On ne le fera pas! De plus, il ne faut pas se baigner dans la mer la nuit ou au crépuscule, c'est-à-dire quand le soleil se couche ou quand il se lève à nouveau. C'est en fait le moment de chasse préféré des requins. Pendant la journée, les requins se reposent souvent et se trouvent dans des eaux plus profondes. À ce moment-là, on est soit au lit, soit en train de dîner, ou en train de prendre le petit déjeuner. Regardez! Pourquoi l'ours polaire a la langue toute bleue? C'est parce qu'il a léché trop de glace à la myrtille. Vous savez que lorsque les chiens ont trop chaud, ils allaitent et laissent leur langue sortir de leur gueule. C'est ainsi qu'ils se refroidissent et c'est la même chose avec les ours polaires. Ouais, mais les ours polaires vivent au pôle Nord. Il y fait un froid glacial. Ils n'ont pas besoin de se refroidir, si? Imagine quand un ours polaire va à la chasse. Il court très longtemps avec sa fourrure épaisse. Il a vraiment chaud.
Quand vous faites de la luge avec votre gros manteau d'hiver et que vous traînez votre luge en haut d'une montagne, cela vous donne chaud aussi, non? C'est vrai. Mais pourquoi sa langue est bleue? Comme l'ours polaire ne peut pas enlever sa fourrure comme une veste lorsqu'il a trop chaud, il est important qu'il refroidisse son sang. Les chercheurs pensent que c'est la raison pour laquelle l'ours polaire a de nombreuses veines dans sa langue. Et ces veines ont un aspect bleu. Waouh, je ne savais pas. Mais dis-nous maintenant, pourquoi les ours polaires ne mangent pas de pingouins? Parce que dans la nature, ils ne se rencontrent jamais. En effet, l'ours polaire vit au pôle Nord et les pingouins au pôle Sud. Ah, Alors allons maintenant au pôle Sud. Je veux voir les pingouins. très bien. Les pingouins sont tellement choux. Mais pourquoi les pingouins ne peuvent pas voler alors que ce sont des oiseaux? Les pingouins ont désappris à voler il y a des millions d'années. Probablement parce qu'ils n'ont pas d'ennemis sur Terre et n'ont pas besoin de s'envoler. Pour autant, ils savent extrêmement bien nager sous l'eau et plonger très profondément. Regardez, les enfants pingouins s'amusent bien. Mais il n'y a rien ici. Si, regarde plus attentivement. Quelque chose nous observe. C'est vrai, il y a un hippopotame qui nage. Les hippopotames sont parfaitement adaptés à la vie dans l'eau, mais ils ne savent pas nager. Ils courent sur le fond. Vraiment? Je ne savais pas. Là, il y en a encore d'autres. Ils sont restés longtemps sous l'eau. Oui, les hippopotames peuvent rester plusieurs minutes sous l'eau. Waouh, comme ils sont rapides. Malgré leurs courtes pattes, ils peuvent courir très vite. Et c'est aussi pour cela que les hippopotames peuvent être très dangereux. Lorsqu'ils se sentent menacés ou qu'ils défendent leurs petits, ils attaquent et happent en un éclair. Avec une si grande gueule, vous pouvez imaginer que cela peut se terminer plutôt mal. Il y a de la nourriture. Waouh, comme ils l'engloutissent. 2 salades à la fois. Un hippopotame adulte peut ainsi manger chaque jour jusqu'à 40 kg d'herbes, de plantes et de fruits. C'est une assez grosse quantité de nourriture. Waouh, moi aussi j'ai faim maintenant. On fait une pause pour manger une glace? Bon, comme vous voulez. Oui, on veut. Ils sont rigolos. Comment ils s'appellent? Ils s'appellent les katas. Ce sont des lémuriens de Madagascar. Comment tu sais ça? C'est quoi des lémuriens? Les lémuriens sont des prosimiens. Ils ressemblent à des singes, mais pas tout à fait non plus. Ils sont actifs pendant la journée, très joueurs, et dorment dans les arbres la nuit. Ils mangent des fruits, des plantes et parfois des insectes. Comme les suricates, ils vivent ensemble en petits groupes. C'est toujours une femelle qui est la meneuse. Oui, c'est exactement ça. Bien sûr, Benet. Comme si tu le savais. Bien sûr, tout est écrit sur le panneau derrière toi. C'est bien ce que je pensais. Oh, la glace est trop bonne. C'est vrai, elle est vraiment super bonne. Mais comment on fait de la glace? Je vous raconterai ça la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Oh, Oh, c'est vraiment délicieux. Tu veux goûter toi aussi? Il ne vaut mieux pas. Hé, regardez, un arc-en-ciel. Ah oui, il est magnifique. Allez, partons à la recherche du bout de l'arc-en-ciel et trouvons le trésor. Oh oui. Les enfants, je crois que l'histoire avec le trésor n'est malheureusement pas vraie. Ça, on le sait bien. Mais c'est une belle histoire. Plus précisément, cette histoire vient d'Irlande. Autrefois, on disait que des lutins cachaient un trésor au bout de l'arc-en-ciel. Il existe d'autres histoires de ce type. En Chine, il y a longtemps, on disait que l'arc-en-ciel est une fissure dans le ciel qu'une déesse a réparée avec des pierres colorées. Autrefois, les gens ne savaient pas expliquer comment se forme un arc-en-ciel.
Comment se forme un arc-en-ciel alors? Bon, pour former un arc-en-ciel, il faut de la lumière du soleil et de l'eau. Cela peut être de la pluie, mais aussi de l'eau qui sort du tuyau d'arrosage. Vraiment? Alors on devrait dire un arc en tuyau d'arrosage, pas en arc-en-ciel. Elle est bonne, non? Yeah, elle est bonne celle-là. Un arc en tuyau d'arrosage. C'est vrai. Mais on dit quand même un arc-en-ciel. Il faudra que j'y réfléchisse. Ne t'énerve pas, Robert. Continue à raconter. D'accord. Bon, la lumière du soleil nous semble en fait incolore. Mais en réalité, elle est constituée de beaucoup de couleurs. Par exemple, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Ensemble, ces couleurs produisent du blanc. Mais lorsque le soleil brille à travers une goutte d'eau, les différentes couleurs deviennent visibles séparément. Pourquoi ça? Dans la goutte d'eau, la direction des différentes couleurs de la lumière du soleil est un peu modifiée, chacun dans une direction différente. C'est ainsi que les différentes couleurs deviennent soudainement visibles. L'ordre est toujours le même. En haut, il y a le rouge, puis viennent l'orange, le jaune, le vert, le bleu et en bas le violet. Comme ça, tous les arcs-en-ciel se ressemblent. Et pourtant, chaque arc-en-ciel a quelque chose de très spécifique. Oui, parce qu'un arc-en-ciel ne peut être vu que lorsque le soleil brille et qu'il pleut en même temps. Le soleil brille alors à travers de nombreuses gouttes et ainsi un grand arc coloré apparaît dans le ciel. Son trésor! Oui, malheureusement. Mais maintenant, nous devons nous en aller. Notre avion de retour va bientôt partir. Dommage, maintenant les vacances sont finies. Mais on a passé de super moments. Et l'année prochaine, nous revenons. Oh oui! Je crois qu'il y a quelque chose là. Ça fonce directement sur nous. Ma caméra thermique me montre que quelque chose semblable à un chat vient vers nous. Mais bien plus grand, peut-être un lion ou... Un tigre! Wow! Vous avez vu ça? Oui, c'est incroyable. Je suis contente que nous soyons dans un parc animalier, pas dans la jungle. Mais je croyais que les chats n'aimaient pas l'eau. Oui, c'est vrai aussi. La plupart des grands chats comme les lions ou les léopards n'aiment pas l'eau. Mais c'est très différent pour les tigres. Ils adorent l'eau et savent très bien nager. Dans les régions chaudes, ils aiment aller dans l'eau pour se rafraîchir. Hé, Robert, tu viens de recevoir un email? Oui, de Shenlouk de Chine. Elle aimerait savoir si les soigneurs font aussi des câlins aux animaux. J'ai une idée. Pourquoi ne pas tout simplement lui demander? Bonjour, nous avons une question. Bonjour, que voulez-vous savoir? Est-ce que les soigneurs font aussi des câlins aux animaux? Même si les tigres ressemblent à de gros chats en peluche, ce sont des prédateurs très dangereux. Ils sont imprévisibles. Donc c'est non pour faire des câlins à des tigres adultes. Et pas non plus à des petits tigres. Avec Fluffy, peut-être. Mais sa mère ne le quitte pas des yeux un seul instant. C'est dommage. Ça donne envie de le câliner. C'est vrai, mais c'est un prédateur. Seulement en plus petit. Voulez-vous que je vous montre un animal que j'ai câliné pendant très longtemps? Oh oui! Là, nous y sommes. C'est la petite Ling. Oh, des pandas! Et à eux, tu leur fais des câlins? J'ai fait beaucoup de câlins à Ling. Après la naissance, la mère de Ling ne se portait pas très bien au début. Elle était très faible et ne pouvait pas s'occuper de son bébé. J'ai donc dû m'occuper de la petite, lui donner le biberon, la tenir dans mes bras et la câliner aussi. Oh, ça a dû être chouette! Les nouveau-nés pandas sont aussi gros qu'un hamster. Ils pèsent autant qu'une tablette de chocolat à la naissance. Et ils naissent aveugles et sans pelage. Ce n'est qu'après 30 jours qu'ils ont un pelage avec les marques noires et blanches typiques. Oui, c'est bien ça. Bon, maintenant, je dois la nourrir. Les pandas mangent toute la journée. Que mangent les pandas? Mais tu penses toujours à manger? Oui, bien sûr.
C'est vraiment passionnant. En fait, les pandas font partie des carnassiers. Mais il y a environ 2 millions d'années, ils sont devenus végétariens. Aujourd'hui, ils se nourrissent presque exclusivement de bambou. Et il arrive même qu'ils soient importés spécialement de Chine par avion. Wow, par avion? Mais pourquoi de Chine? La Chine est le pays d'origine des pandas. Bon, c'est prêt. Vous voulez voir les petits pandas maintenant? Mais ils sont roux! Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas noirs et blancs comme les grands pandas? Cela leur permet de mieux se camoufler. Car dans leur pays d'origine, ils sont souvent assis sur des arbres recouverts de mousse rousse. C'est pourquoi on les appelle aussi les renards de feu. Est-ce que les petits pandas sont de la même famille que les grands pandas? Les scientifiques ne sont pas tous d'accord là-dessus. Les pandas sont désormais considérés comme de grands ours. Mais pour les petits pandas, la science est encore en discussion. Les uns disent que ce sont des chats, les autres des ratons laveurs. Peu importe, tu es en tout cas un animal tout mignon, petit panda. Vous voulez venir au parc animalier pour enfants? Oh oui! Bon, ici, vous pouvez caresser les animaux, mais soyez prudents. Les animaux peuvent aussi pincer. Si vous remarquez qu'un animal ne veut pas être touché, alors laissez-le tranquille. D'accord, c'est ce que nous allons faire. Et que se passe-t-il si je ne veux pas être touché? Pauvre Robert. Aujourd'hui, Robert nous explique à quoi servent les explosifs sur un chantier de construction. Pourquoi une grande grue comme celle-ci ne se renverse-t-elle pas? Quelle est cette grosse boule? Et quels sont les autres véhicules de construction présents sur le grand chantier de Playmo City? Tout cela avec... Restez tous en arrière, gardez vos distances. C'est ce que nous faisons. Wow! Regardez là-bas, la grande pelleteuse! Et derrière, la grande grue. Elle ne peut pas tomber? Non, la grue est très lourde en bas. Bien plus lourde que tout ce qui est en haut. Plus lourde que la tour, plus lourde que la flèche, plus lourde que la cabine. C'est ce qui la maintient stable. Et lorsque la grue soulève une charge, les dalles de béton de la contre-flèche la maintiennent en équilibre. Quand même, je sais pas si j'irai là-haut. Mais la vue de là-haut doit être magnifique. Attention, nous sommes sur le point de faire sauter le bâtiment. C'est bon. Parfois, le plus facile, c'est de faire sauter une vieille maison. On calcule exactement la quantité de dynamite nécessaire et l'endroit où elle doit être placée dans le bâtiment. On peut alors faire exploser le bâtiment de manière contrôlée. Avec de vrais explosifs? Oh, cool! Est-ce qu'on peut rester et regarder l'explosion? Oh, s'il te plaît, maman! S'il te plaît, papa! D'accord, mais nous devons rentrer à la maison après. Absolument. Nous devons voir ça. Super! Attention à la détonation. Attention, maintenant ça va exploser! C'est tout? Attends. Oh, c'est très poussiéreux! Oh, mais il reste encore des morceaux non détruits? Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une boule de démolition. La boule est en acier massif et doit être aussi lourde que possible. Ensuite, lorsque la grue fait pivoter la boule, son poids lui donne une très grande force. Il peut abattre les murs entiers de la maison. La boule de démolition est utilisée pour démolir les murs des maisons qui sont encore debout après une explosion. Ça doit être très amusant. Oui, c'est vrai, j'aimerais bien le faire aussi. Ou peut-être conduire la grande pelleteuse. Oh, je n'arrive pas à me décider. C'est une chargeuse. Elle peut ramasser des morceaux de gravats ou de rochers particulièrement gros. Elle possède aussi un godet plus grand qu'une pelleteuse normale. De cette façon, les décombres du bâtiment peuvent être vite enlevés. Avec ce camion ici. Exactement. Cela s'appelle un camion-benne. Cela permet de transporter les décombres vers une décharge. C'est comme une déchetterie, mais uniquement pour les déchets de construction. Maintenant que les décombres ont été enlevés, les préparatifs de la nouvelle construction peuvent commencer. Tout d'abord, on coule la fondation. C'est une surface stable sur laquelle la maison peut être posée. Voilà la bétonnière. Dis-moi, Robert, pourquoi est-ce que ce gros tonneau tourne toujours? C'est ce qu'on appelle la cuve. La cuve ne tourne que lorsque le camion a chargé du béton. Au début, le béton est liquide, mais il devient rapidement solide, si solide qu'on peut en faire de grandes maisons. En tournant, le béton bouge tout le temps dans la cuve et ne peut donc pas devenir solide. Et pourquoi les ouvriers du bâtiment construisent un cadre en bois comme ça? Ce sera le coffrage. C'est comme une sorte de moule pour la fondation. Le béton liquide y est versé. Une fois qu'il a pris, le coffrage en bois est retiré. Oh, regardez, là-bas, il y a un énorme camion qui arrive. C'est une remorque surbaissée. Ces remorques surbaissées sont souvent utilisées pour les charges lourdes. On dirait que les pièces pour le nouveau bâtiment arrivent déjà. Les ouvriers du bâtiment de Playmo City sont vraiment très efficaces. C'est sûrement la grande grue qui va la décharger maintenant. On peut attendre et regarder jusqu'à ce que la nouvelle maison soit prête? Ça va prendre quelques semaines, Benet. Après l'installation des murs de fondation, ce n'est pas encore fini. En plus, c'est la fin de la journée de travail sur le chantier. Dommage. Le plus cool, c'était la bétonnière. Non, l'explosion. Ou non, la boule de démolition. C'était elle la plus cool. Oh, la remorque surbaissée est bien sûr aussi cool. Le plus cool, c'était la grue. Robert, je pense que j'aimerais bien être grutière plus tard. Pourquoi pas? C'est vraiment passionnant. Si tu es grutière, je pourrais aussi conduire la grue. On verra. En attendant, il faudra que tu sois très gentil avec moi. Pas de problème, je vais préparer le petit déjeuner et partager mes bonbons avec toi. Mais tu dois d'abord devenir grutière et me laisser conduire la grue. Eh, c'est quoi ça? Conduire une ambulance, ça me plairait bien aussi. Mais pourquoi est-ce qu'elle circule avec une lumière bleue? Bonne question. Mais c'est ce que je vais vous raconter la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Rendez-vous, pirates de l'espace. Vous n'avez aucune chance. Nous vous tenons. Oh, zut, zut! Pourquoi la police de la galaxie est toujours plus rapide que nous? Le combat semble gagné par la police de la galaxie. Mais les pirates de l'espace vont vite revenir. Oh, c'était encore un épisode rythmé. Et cette fois, ils étaient sur Mars. Bon, tout ça est un peu irréaliste. En plus, aucun humain n'a encore été sur Mars. Mais ce n'est qu'une série, Robert. Comment c'est en vrai sur Mars?
Ok. Imaginons que nous soyons dans une fusée en route vers Mars. Ouais! Ouah! Allons sur Mars! Cool! Quand arrivons-nous? Dans environ 3 minutes, 5 heures, 14 jours et 6 mois. Quoi? Tu plaisantes? Non, dans le meilleur des cas, ça prendrait au moins 6 mois. Mars est seulement à une distance de 56 millions de kilomètres de la Terre, si on est à la bonne période. Seulement 56 millions de kilomètres? Oui, c'est la plus petite distance. Mais Mars, comme la Terre, tourne autour du Soleil. Cette distance peut aussi changer. Lorsque la distance est la plus grande, elle est de plus de 400 millions de kilomètres. Oh mais c'est fou! Qu'allons-nous faire maintenant pendant si longtemps? Avançons rapidement dans le temps. C'était cool! J'aimerais bien qu'on puisse faire pareil à l'école. Comme c'est cool! Je flotte! Moi aussi! Je me sens toute légère! C'est l'apesanteur dans l'espace. La pesanteur, c'est super cool! Waouh! Regardez! C'est Mars! C'est tellement grand! Oui, même si elle ne fait que la moitié de la taille de la Terre. Mais pourquoi Mars est rouge? Les roches à la surface de Mars contiennent beaucoup de fer. Et comme il y avait beaucoup d'eau sur Mars il y a longtemps, le fer est rouillé. C'est ainsi que Mars a obtenu sa couleur rouge. Rouillé? Comme les voitures dans le parc à ferraille? Oui, exactement. On peut aller sur Mars maintenant? Oui, on peut. Pour cela, on doit se poser avec la station spatiale sur la surface de Mars. Oh oui! Super atterrissage, Robert! Merci. Est-ce qu'on peut sortir maintenant? Je vais être le premier garçon sur Mars! Malheureusement, non. Parce que le niveau d'oxygène sur Mars est trop bas pour respirer. Vous ne pouvez aller dehors qu'avec une combinaison de protection comme celle-là. Mais elle est beaucoup trop grande! Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de combinaison spatiale pour les enfants. C'est dommage. C'est vrai. Mais imaginons simplement que nous sommes assis dans le véhicule d'exploration et que nous traversons Mars en voiture. Cool! Je peux conduire? Mais tu n'as pas le permis! Tu crois que quelqu'un va me contrôler ici? C'est mieux que je conduise. Oui, et dehors il fait encore plus froid. La température moyenne sur Mars est d'environ moins 60 degrés. Mais la nuit, la température peut descendre jusqu'à moins 120 degrés. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et comment avais-tu imaginé la vie sur Mars? Eh bien, un peu comme sur la Terre, mais un peu plus cool. Non, la vie sur Mars ne sera pas comme la vie sur Terre pour les humains. Pour l'essentiel, la vie se déroulera à l'intérieur. C'est comme dans une serre! Tout ce dont les humains ont besoin pour vivre, ils doivent le ramener de la Terre. Et si ce n'est pas possible, il faut le fabriquer ici. Toute la nourriture, les vêtements, les outils et même l'oxygène doivent être fabriqués. Et on reste à l'intérieur toute la journée et on ne sort jamais? Les gens ne sortiront sûrement que lorsque cela sera absolument nécessaire, pour effectuer des réparations sur les bâtiments ou pour faire des recherches. Ou peut-être que ce sont des robots qui feront tout cela. Pas de vélo, de natation, de basketball? Non mais où ça? Mars est plus ou moins la même partout. C'est un grand désert de pierres et de sable. Mais c'est triste! Oui, Mars ne sera pas aussi belle que la Terre. Je crois que je préfère rentrer. Moi aussi! Alors, imaginons que nous sommes de retour à la maison, dans votre salon. Youhou! De retour à la maison! Je crois que ça m'a vraiment donné envie d'aller dehors. Vous venez?
Oui, avec plaisir. Wow, c'est quoi ça? Regardez les pneus comme ils sont gros. Il faut une échelle pour y monter. Cool. Ce sont des pneus spéciaux pour la conduite tout-terrain. En plus, il y a aussi un treuil. Hé, vous deux! Nous voulons aller dans la forêt pour voir les animaux, pas les voitures. Ok, Serette, t'as raison. Je veux d'abord voir un cerf, puis des sangliers et un renard. Les animaux de la forêt sont très peureux. De plus, beaucoup d'entre eux sont nocturnes et se cachent pendant la journée. Nous devons donc rester très calmes et attentifs. Si nous respectons ces consignes, nous allons forcément voir quelques animaux. Coucou toi! Oh, ici dans la forêt, il fait vraiment frais. Pas aussi chaud qu'en ville. Oui, et l'air est aussi un peu différent. Ici, bon... C'est à cause de l'humidité. Lorsqu'il fait très chaud, un grand arbre peut faire évaporer jusqu'à 4 baignoires pleines d'eau. Cela refroidit l'air et la forêt. Il puise l'eau dans le sol avec ses racines. Cool, un climatiseur arbre alors. Oui, c'est un peu ça. Les plantes et les arbres assurent une meilleure atmosphère partout. C'est pourquoi il est important qu'il y ait beaucoup d'espaces verts et d'arbres dans une ville. Pourquoi les arbres de la forêt sont-ils tous si grands? Beaucoup plus grands que notre pommier dans le jardin. C'est parce qu'ils cherchent tous la lumière. Alors ils s'élèvent de plus en plus haut. Comme toutes les plantes vertes, les arbres ont un besoin urgent de la lumière du soleil. Pourquoi? C'est comme ça. Les arbres produisent leur propre nourriture. Pour cela, ils ont besoin... De la lumière du soleil. Exactement. Et d'eau, des sels nutritifs du sol et du dioxyde de carbone de l'air. Qu'est-ce que le dioxyde du carbure? Le dioxyde de carbone est un gaz de l'air. D'ailleurs, lorsque nous respirons de l'oxygène et nous rejetons du dioxyde de carbone, entre autres choses. Et qu'est-ce que l'arbre en fait alors? Avec l'aide de la chlorophylle. Quoi? Chlorophylle. C'est comme ça que l'on appelle le vert des feuilles. Avec ça, avec de l'eau, les sels nutritifs du sol, le dioxyde de carbone et... La lumière du soleil. Exactement. L'arbre produit une sève collante et sucrée. Il en a besoin pour vivre. Il en stocke une partie dans les racines pour l'hiver. C'est super cool, un arbre comme ça. Oui, mais le mieux c'est que, au cours de la photosynthèse, c'est ainsi qu'on appelle ce processus, l'arbre produit de l'oxygène. L'oxygène que nous les humains on respire? Oui, c'est bien ça. Les plantes sont donc les meilleurs amis de l'homme, car elles produisent de l'oxygène dont chaque animal et chaque être humain a besoin pour vivre. Je trouve qu'on devrait planter beaucoup plus d'arbres. Oui, ce serait très bon pour le climat et pour toute la vie sur Terre entière. Chut! Vous avez entendu? Quoi? Chut! Eh bien, ça... C'est un animal? Non, ce sont les deux là. Mettez-vous sur le côté, vous êtes en plein milieu de la photo. Mais où prenez-vous la photo? Vous êtes dedans. Où? Attention! Tu l'as eu? Peut-être. Cool, vous faites un film sur nous? Non, sur la forêt et sur les animaux qui y vivent. Qu'est-ce que vous avez déjà filmé? Vous voulez voir? Je veux aussi devenir cinéaste animalier. Si on conduit un camion cool comme ça. Wow! Où en étais-je? Oui, il l'a. Ah oui, ici. Je l'ai. Oh, des cerfs! Il y en a ici. Les cerfs vivent en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord-Ouest et en Asie du Nord. Cependant, comme ils ont été fortement chassés et qu'il y a de moins en moins de grandes forêts, leur population a énormément diminué. Je les connais, ce sont des ratons laveurs. Ils sont rigolos. Saviez-vous que le raton laveur est apparenté à l'ours?
C'est un carnassier qui aime manger des insectes, des vers et des coléoptères, mais aussi des baies et des noix. Des bébés renards! Comme ils sont mignons! Après seulement 4 mois, les jeunes renards sont indépendants et suivent leur propre chemin. Les renards chassent généralement la nuit et ils peuvent très bien entendre. Pendant la journée, ils dorment dans leur terrier. Waouh, votre ami sait vraiment tout. Où peut-on l'acheter? Je suis loin de tout savoir. Par exemple, je ne sais pas de quelle couleur étaient les dinosaures. De quoi est fait l'univers. Si le voyage dans le temps est possible. Et s'il est vraiment vrai que les équations dites de Young-Mills pour décrire les particules élémentaires sont incomplètes pour les particules. C'est bon, Robert. Aujourd'hui, Robert explique comment construire une maison et quels sont les métiers présents sur un chantier. Qu'est-ce qu'ils font ici? Un ouvrier du bâtiment avec une cravate? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je pense que c'est l'architecte. Lorsqu'une nouvelle maison doit être construite, tout commence par une idée. C'est la responsabilité de l'architecte. Il réfléchit à l'apparence de la maison, puis il dessine un plan exact selon lequel la maison sera construite. Si tout le monde est d'accord sur le plan, la construction proprement dite du bâtiment peut commencer. Les matériaux nécessaires sont livrés sur le chantier par camion. Une telle remorque surbaissée est très grande et lourde. Pour amener le camion exactement à l'endroit où la grue peut le décharger, le chauffeur du camion doit être capable de conduire très bien. C'est aussi vrai pour le conducteur du camion benne et de la bétonnière. Je pense que ça doit être vraiment amusant de conduire ces gros camions. Mais pour la construction d'une maison, de nombreux autres véhicules et machines sont nécessaires en plus des camions. Des machines plus grandes, comme la pelleteuse ou la grue, sont utilisées par des gens spécialement formés. Ce sont de véritables experts qui peuvent commander leurs machines avec une précision incroyable. Une fois que les matériaux nécessaires sont sur place et que la fondation est prête, le vrai travail commence. Toute une série de spécialistes différents intervient alors. Les constructeurs de béton et d'acier veillent à une construction stable et résistante au choc. La grutière pilote la grande grue. L'échafaudage est monté par le monteur d'échafaudage. Les maçons construisent les cloisons et les murs. Le peintre en bâtiment fournit la peinture appropriée. L'électricien s'occupe de tous les raccordements électriques et le constructeur d'égouts pose les tuyaux pour les eaux usées. On dirait que c'est presque fini. Eh bien, de nos jours, construire une maison avec toutes ces machines va assez vite. Autrefois, ça durait beaucoup plus longtemps. La construction d'un château, par exemple, prenait beaucoup d'années. Le château! Nous devrions retourner au château dès son ouverture! Oui, exactement. C'est vrai. Mais nous le ferons la prochaine fois. Au revoir et à bientôt. Voici la dernière info du jour suite au coronavirus. On va découvrir. Les enfants, vous avez entendu les infos? Les écoles vont bientôt rouvrir! Super! Je pense qu'il est temps de ranger votre chambre. Oh non, pas maintenant. Les écoles ne vont pas rouvrir maintenant. Pas de discussion possible. Allez, rangez. J'ai besoin d'aide. Tu es plus doué que moi. Je pense que Lisa a raison. Comme vous partagez votre chambre, tu devrais aussi... Je suis un pirate et un pirate ne range pas.
Suivez-moi si vous voulez échapper à cette pénible mission. Allons plutôt chercher le trésor caché. Tu penses t'en sortir avec ça? Attends un peu. Mais que faites-vous? Et le rangement? Waouh, regarde! C'est un super trésor! Oh, nous sommes riches! C'est incroyable. C'est quoi? C'est un doublon espagnol du XVIIe siècle. Que faites-vous ici? Rien, on range. Les pirates ne rangent pas. Ouais, on ne fait pas ça. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Je pense qu'il est temps de partir. Pas si vite. On va vous avoir. On doit déjà partir. Je commençais à trouver cet endroit intéressant. Crois-moi, ne reste pas ici. On va vous attraper. Vous ne nous échapperez pas. Revenez! Pirate! Notre voile est trop petite. On n'a aucune chance contre le bateau pirate. Robert! Nous avons le rôti et du soja. Oh, mais que s'est-il passé? J'ai vraiment besoin d'aide! Tu es plus doué Que nous, Penny.